Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission des Gilets jaunes qui prennent la parole. Suite au traitement médiatique qui a été réservé aux Gilets jaunes, UPR TV avait à cœur de les inviter pour qu'ils puissent prendre la parole librement. Je vous rappelle le concept de l'émission, nous n'interviendrons pas dans leurs échanges et nous n'invitons que les Gilets jaunes qui se proposent. Pour participer à l'émission, il vous suffit d'envoyer votre candidature à l'adresse farid.corba@upr.fr. Je vous propose tout de suite de passer à cette nouvelle émission. Je rappelle que les propos tenus n'engageront que leurs auteurs et non l'UPR ou l'ensemble des Gilets jaunes. Excellente émission à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, donc l'épisode 7 des débats des Gilets jaunes, organisé sur UPR TV. Donc là, nous sommes dans le cadre des Gilets jaunes prennent la parole. Je tenais à signaler aux téléspectateurs qu'aucune des personnes ici présentes n'est encartée à l'UPR, que nous sommes proches du mouvement ou dans le mouvement et ici pour débattre. Aujourd'hui, je serai votre animateur, présentateur. Donc, je m'appelle Gabriel, j'ai 30 ans, je suis professeur. Je travaille dans un lycée, j'ai rejoint le Gilet jaune en cours de route à l'acte 14. Je suis toujours senti proche du mouvement. On a beaucoup de choses à dire en tant que citoyen, on a énormément de questions qui nous intéressent. Et d'ailleurs, les personnes ici présentes, ça va être à leur tour de parler. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce qui me concerne et je vais donner tout de suite la parole à Sarah, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Oui, alors moi je suis en formation d'éducatrice spécialisée. Donc comme vous tous ici, j'ai aucune compétence médiatique particulière, c'est la première fois que je participe à ce genre de débat. Je suis militante un peu depuis toujours, vraiment engagée et activiste depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes assez rapidement, dès le mois de décembre. Un mouvement que je lie par ailleurs à mes autres luttes écologiques et sociales au sein de la commission de mobilisation des travailleurs sociaux en lutte, dans le but de créer une convergence de tous ces secteurs en souffrance, en France comme ailleurs, parce que je pense aussi qu'il faut internationaliser et se rendre compte que l'exploitation des ressources vivantes et terrestres est la même partout dans le monde. Et si on s'associe tous et qu'on sort de nos clivages, de nos carcans, on a une chance de renverser ce système et de créer quelque chose de plus juste et de plus viable. Merci à toi. Ensuite, nous avons donc Eric. Donc Eric, 36 ans, je suis peintre et poète. Je travaille en tant qu'artiste de rue depuis 6 ans. En fait, je suis concerné par le mouvement des Gilets jaunes dans le sens où ça rejoint mes valeurs et j'ai beaucoup vu aussi, à force de parler avec les gens dans la rue, en fait, comment se profile le monde. Et donc du coup, en fait, c'est pour aspirer un renouveau dans cette société. Concerné aussi par les mouvements écologistes également. D'accord, merci à toi. Pascal. Bon, moi, Pascal, je suis écrivain, engagé dans le mouvement depuis le 17 novembre. Disons que voilà, c'est ma première expérience télévision et il y a évidemment un trac, mais je souhaitais le faire au nom, je pense, aux victimes des violences policières qui m'ont parlé. J'ai recueilli beaucoup de témoignages. Donc je pense à elle aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Moi-même, dans le passé, j'ai été victime de violences policières et voilà, j'ai voulu témoigner et être présent ici. Alors je le fais également en écrivant, parce que je participe à beaucoup de manifestations, je fais des comptes rendus après manifestations que je publie sur Facebook. Et je sais que beaucoup de gens qui ont été victimes de violences comptent sur moi pour parler du sujet et pour essayer de toucher un petit peu l'opinion publique. Merci à toi. Et enfin, je donne la parole donc à Sylvain. Alors donc Sylvain, 39 ans, activiste depuis près de 10 années à peu près. Je me base surtout sur des questions de droit international ou constitutionnel, notamment sur tout ce qui touche à la haute trahison ou le financement du terrorisme ou les crimes d'agression, donc en gros des violations du droit international par nos dirigeants, puisque je pense que c'est bons angles d'attaque pour les faire sauter très clairement. Donc je m'inscris là dans une logique révolutionnaire qui est de dire, avant même de
prendre l'hypothèse d'une utopie politique quelle qu'elle soit, il faut d'abord avoir la main sur le personnel politique, puisque c'est une constante historique et je dirais même institutionnelle que l'on retrouve à chaque fois. Toute révolution trouve son apothéose, on va dire, au moment même où l'armée, en tout cas les corps régaliens d'un État, se mettent aux côtés du peuple pour évoquer le personnel politique qui est clairement condamné par les populations en insurrection. Donc je pars de ce principe-là et à partir de là, sur plusieurs années, je me suis battu sur plusieurs angles d'attaque, que ce soit les médias, c'est-à-dire manifester devant, puisque c'est eux qui décident de ce qu'on a le droit d'entendre ou pas, en battant sur les symboles politiques de notre oligarchie, puisqu'elle est fédérée à travers l'emblème européen et l'euro pour nous dire vous n'avez pas le choix que d'être inscrit dans cette logique de déconstruction de la France au sein de l'Union européenne. Et à travers d'autres projets que j'essaie de monter, comme les tribunaux populaires, où il s'agit en clair de juger fictivement, mais à partir de vrais faits, nos oligarques, notamment Emmanuel Macron, pour ses crimes en Syrie ou l'affaire Alstom encore. D'accord, merci à toi, merci beaucoup. Donc comme on peut le voir, comme on peut le constater encore une fois, voilà, cet ensemble hétérogène de gilets jaunes, hein, tous unis ou en désaccord ou en accord avec différents objectifs, et justement le mouvement des gilets jaunes, voilà, certains peuvent y voir une révolution ou alors simplement un esprit de réforme, ou alors on pouvait se poser la question de savoir si c'était vraiment un renouveau. Donc qu'en pensez-vous, qu'avez-vous à dire concernant cette question d'objectif du mouvement? Moi, mon sentiment, alors je milite depuis très très longtemps, hein, ma dernière gros engagement, c'était en 2006, contre le CPE Chirac-Villepin, le contrat première embauche. Donc j'étais avec les étudiants à la Sorbonne. J'ai l'impression, et ensuite il y a eu les lois travail, les lois El Khomri, etc. Là, j'ai l'impression que c'est un mouvement inédit. Pourquoi inédit? Parce que je sens un peuple qui sort de la terre. J'ai l'impression que pendant au moins 30 ans, on a posé un couvercle sur une marmite. Et on a un peuple qui n'a jamais pu s'exprimer, qui a dû accepter des politiques d'austérité, des politiques de répression sociale, policière aussi. Et ce peuple était vraiment résigné. Et je pense que ça a bouillonné pendant au moins 30 ans comme ça. Et d'un seul coup, alors c'est une histoire de taxe, hein, carbone, il y a eu une mèche là qui s'est allumée. Et d'un seul coup, il y a eu le ras-le-bol, le truc insupportable. Et là, le mouvement populaire sort de ses gonds. Et d'un seul coup, oui, il se passe quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est transpartisan, on le voit bien ici et ailleurs, ça dépasse les clivages classiques. Donc pour moi, c'est quelque chose d'inédit. Pour conclure rapidement, je ne sais pas quelle forme ça prendra à la fin. C'est un mouvement, pour moi, de nature un peu révolutionnaire. Donc par définition, on ne peut pas savoir comment sera l'épilogue. Voilà, comme en 89, on ne savait pas je crois que le mouvement est par nature insurrectionnel parce qu'il n'appelle pas à des réformes des institutions, mais justement à la remise à plat des institutions et du système politique tel qu'il est organisé. Et peu importe le résultat, il est dans un mouvement insurrectionnel. Parce que ce n'est pas sur tel ou tel point qu'on demande une amélioration, une réforme, un changement, mais on demande un changement de tout et du fonctionnement profond du système et des institutions. En ça, pour moi, c'est insurrectionnel. Pour ma part, je dirais qu'il est plutôt pré-insurrectionnel parce que, encore une fois, je distingue la révolte de la révolution. L'insurrection, il y a pas mal de sémantique là-dedans, mais en gros, une révolution, c'est quand même un moment, une crise politique qui aboutit à la destitution d'un personnel politique. Parce que, concrètement, n'importe quelle pensée politique qui devient loi, c'est d'abord un être humain qui est derrière, du point de départ de son commencement, de l'imagination d'une loi, jusqu'à la fin, c'est-à-dire le fait qu'elle soit appliquée, enregistrée dans un certain nombre de textes et de documentation juridique, pour dire maintenant c'est applicable, sans oublier même les circulaires, les décrets d'application que l'on va faire passer. Donc à un moment, c'est bien des problèmes humains qui font qu'on peut avoir tout le logiciel politique que l'on veut, et les Gilets jaunes
en fait, parti d'un point de départ qui était une révolte, clairement, sur le prix du carburant. Ça vient des campagnes. Les gilets jaunes, ce sont des gens qui se déplacent en province, qui sont nettement plus dépendants que les grandes agglomérations où on a les transports en commun. D'ailleurs, Paris, au départ, n'était pas concerné par gilets jaunes. Il a fallu attendre beaucoup d'actes avant que ça se réveille en banlieue parisienne. Donc c'est un mouvement de province où les gens sont plus lucides et c'est complètement populaire, c'est pas partisan, il n'y a pas d'idéologue, il y a bien des idéologues qui sont venus, qui venaient de droite ou de gauche s'inscrire dans le truc, mais qui savaient que le mouvement était populaire et était un ras-le-bol à la fois contre une injustice fiscale par rapport au pétrole. Ça va continuer puisque le pétrole, on va en manquer, il va être de plus en plus cher et ils n'ont pas l'intention de baisser la pression là-dessus. Mais de l'autre côté, on n'est pas arrivé au bout. On n'a pas fait comme les Algériens ou les Tunisiens où en quelques semaines, on a réussi à clairement mettre en déroute le gouvernement et le faire sortir. Donc c'est pas encore insurrectionnel. Mais comme les problèmes sont toujours posés et que ça a un cheminement politique, je pense que la suite va être beaucoup plus intense. Je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où effectivement, c'est juste le début, le prémisse de quelque chose qui probablement sera très long. Une révolution nous fait croire que c'est le grand soir, mais non, c'est des dizaines d'années. Entre 1789 et 1871, il y a du temps. Et 1871, c'était pas l'aboutissement. C'est surtout Au qu'en fait, contraire, la répression. On a la révolution politique sur le temps long qui sont les idées qui s'installent, et on a la révolution à proprement parler, l'insurrection, donc le temps insurrectionnel, qui peut être aussi bien court que long, comme pacifique, comme violent. C'est ni vieux, enfin, il n'y a pas de règles claires. Je crois qu'il y a les deux phases qui s'alternent. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur l'Algérie, ils ont effectivement réussi à faire renoncer Bouteflika, mais ils n'ont pas gagné du tout pour l'instant, parce que le système qui se cachait derrière Bouteflika, lui, est loin de renoncer à sa mainmise sur le pouvoir. Et c'est pour ça que le peuple continue à manifester, malgré la démission, et que même ça commence à prendre une tournure un peu moins pacifique, parce que cette illusion, ce leurre de « puisque votre symbole, on vous l'a donné, vous devriez maintenant être content », les gens n'y croient plus. On a bien compris que la symbolique, le pouvoir des mots, que Macron et son gouvernement sont en train d'utiliser à tout va, à toute force, avec une novlangue incroyable. Je ne sais plus quel député qui nous dit « notre programme, c'est la vérité ». C'est un niveau de propagande quand même assez incroyable. Les gens n'y croient plus. Les gens ont compris ce mensonge systématique, ce mensonge intrinsèque. Je me permets juste de rebondir sur vos deux interventions. Moi, ce qui me touche beaucoup dans ce mouvement, quand je suis dans la rue, c'est qu'il y a une intelligence collective. Voilà. Les gens se mettent à parler. Il y a vraiment une intelligence collective. Il y a, derrière les gilets jaunes, vraiment un courage physique aussi, d'affronter. Voilà, en plein hiver, c'était pas facile, c'était dur. Alors, la parole se libère, c'est vrai qu'on parle, et derrière ces paroles, on retrouve, ça rejoint le débat d'historien tout à l'heure de Sylvain, mais on retrouve les idéaux de la Révolution française. Les gens, ils demandent finalement des choses assez simples. Qu'est-ce qu'ils demandent ? De la considération, ça veut dire de la dignité. Ils demandent de l'égalité. Moi, quand je suis à la République, souvent, il y a des gens simples qui me disent « on veut de la considération, on veut de l'amour, on veut qu'on nous aime ». Alors, quand on reprend les textes de Saint-Just, par exemple, la République, c'est la communauté des affections, on est en plein dans le sujet. Donc, j'ai un peu l'impression que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est une continuité de cette Révolution française qui n'a pas donné tout le contenu. On est toujours en attente de la réalisation concrète des idéaux qui n'ont pas encore fécondé la société qu'on souhaitait à cette époque-là, quoi. Donc c'est finalement une lutte, et moi je retrouve dans les valeurs qui sont échangées par-ci par-là, je dois dire une fierté d'être français, parce que je retrouve mes racines de la République française. Oui. Je crois que tu souhaitais intervenir. Oui, tout à fait. En fait, je vois pas ce mouvement encore insurrectionnel, en effet. Par contre, je pense qu'il est bien avancé. Juste, il a complètement été bloqué par le gouvernement. Avant les Gilets jaunes, déjà, il y avait la Constitution européenne qui avait été largement remaniée. En fait, le peuple n'a pas du tout été entendu. Aujourd'hui, c'est encore la même histoire. Le peuple n'est toujours pas entendu. Il a beau défiler dans la rue,
C'est un mouvement qui est largement mis en place maintenant, parce qu'on en est à la 21e, c'est ça ? La deuxième. La deuxième, voilà. Et donc, il n'y a toujours pas de résultat. Sur quoi, au début, c'était pas du tout l'idée insurrectionnelle, c'était juste une manifestation de ras-le-bol. Seulement, aujourd'hui, vu les résultats qui touchent le néant du gouvernement à vouloir écouter le peuple, en fait, il s'est instauré, en effet, dans les idées, un côté insurrectionnel et de vouloir remettre à plat le système, en fait. D'où la suggestion du RIC, qui avait largement été annoncée par Étienne Chouard il y a de nombreuses années déjà. Et donc, maintenant, c'est un peu plus rentré dans l'idée des gens. Donc, oui, je suis d'accord avec Eric, dans le sens, je vais être très court, dans le sens où si le gouvernement avait eu l'intelligence de répondre très vite, une réponse politique et sociale dans les premières semaines, peut-être que le mouvement se serait essoufflé, il y aurait eu satisfaction. Bon. Son entêtement dans la sourdité, on peut dire l'autisme, finalement fait que ce mouvement continue, il persévère et puis il y a une réflexion et au bout du compte, finalement, on veut nous sommes nombreux, moi je représente personne que moi-même, mais à vouloir un renversement du système. Ce système, on ne le supporte plus. Dans toutes les discussions qu'on a, ça peut toucher par exemple la récente privatisation de ADP, on en parlait hier à La République, les gens ne veulent plus en entendre parler. Comme tu disais tout à l'heure, oui, on a l'impression d'être face à des voleurs de pouvoir. Ils ont usurpé le pouvoir et on prend conscience de ça maintenant parce qu'on s'est libéré de notre parole, on parle et on en a marre, c'est vrai. Donc il y a des usurpateurs de pouvoir et stop Macron, et au-delà de Macron, les oligarques qui sont derrière, voilà. Là, il y a le peuple des invisibles. Nous étions invisibles pendant, je dirais, au moins 30 ans. Là, on sort la tête, et moi, j'ai pas envie de dégager. Voilà, je reste debout. Voilà, je reste debout. Ça, je crois que peu importe ce que donne concrètement, politiquement, le mouvement à court terme, il y a cette victoire-là qui est déjà énorme. Parce que tout ce qui était vécu un peu comme une honte, comme un échec individuel, grâce à la surdité, à l'autisme du gouvernement qui n'a pas voulu répondre, au lieu de s'adresser au gouvernement, les gens ont commencé à se reparler les uns les autres et à se reconscientiser, à se repolitiser. Il y a une apathie politique qui était voulue, qui a été dénoncée, mais elle était voulue et organisée par l'oligarchie depuis quelques dizaines d'années, peut-être même plus. Et là, du coup, on en est enfin sorti. On est enfin sorti de chez nous, on a enfin relevé la tête, on rediscute, on repense, on repolitise notre quotidien. Et ça, ce ne sera pas détricotable. Donc, même si le mouvement s'essouffle, il renaîtra plus tard autrement. Parce que cette conscience-là, on ne va pas l'oublier. Et ça, c'est la plus belle des victoires et c'est porteur d'un espoir incroyable. Il y a un retour du politique. Tout à fait. Et un retour de la France dans l'histoire. Il y a un retour de l'histoire. On nous a tellement seriné. On est sorti de l'histoire. Il y a un grand livre célèbre là-dessus. Non. On se réinscrit dans l'histoire de France. On en reprend possession. Et avec les propres mots du peuple aussi. Parce que là, en fait, le gouvernement, le système qui a été matraqué sur la population, c'est beaucoup sur l'image et sur les mots aussi. C'est-à-dire qu'il y a des mots aujourd'hui qu'on a plus, qui sont inadmissibles dans la tête des personnes à utiliser, alors que ce sont des mots simples. Tout le remaniement du système verbal et aussi l'effet communautaire aussi, de replier chacun sur soi, alors que maintenant les gens commencent à s'ouvrir et commencent à reparler avec leurs propres mots, leur propre langage, sans avoir peur de s'exprimer. Et ça, en fait, ça fait beaucoup aussi dans la tête et dans les idées des gens. Ce qu'on peut potentiellement, à mon sens, imaginer pour les suites, c'est qu'en fait, c'est une espèce d'ambiguïté. D'un côté, si on a un peuple qui est quand même massivement soulevé à travers plusieurs dizaines de milliers de personnes sur tout le territoire national, c'est massif, c'est pas des petites manifestations. Même c'est vrai qu'une manif de 100 000 ou 200 000, voire 1 million de personnes sur Paris, c'est très fort, mais quand il n'y a que Paris qui est réveillé, ça n'a pas la même portée que si c'est tout le territoire national qui demande des moyens partout pour gérer du maintien de l'ordre. Donc il y a quand même quelque chose de fort. Mais comme c'est local, ça reste très local, les gens, s'ils constatent qu'ils n'obtiennent aucun succès, au bout d'un moment, sont fatigués. Il faut quand même un moment reprendre une vie économique, sociale, et puis quelque part, on ne va pas lutter pendant des années contre quelque chose sur lequel on n'a pas prise. Donc les gens reviendront, à mon avis, chez eux.
mais avec des réseaux qui se seront créés locaux beaucoup plus, dans lesquels ils n'étaient pas intriqués, avec certainement une conscience politique plus forte, avec les municipales qui approchent, cela pourra avoir des effets. Je ne pense pas que les européennes, il y aura des effets quelconques, mais pour les municipales, on va les voir. Je pense aussi que sur les appareils politiques habituels du mainstream, alors qu'on soit dans en gros, ce qu'ils disent être l'extrême centre, hein, donc de LRM à Républicains et Parti Socialiste, en passant par les populistes, donc Front de Gauche, France Insoumise et je ne sais plus c'est quoi le nom du Front National actuellement, mais enfin, voilà, France National. Donc ces trucs-là, à mon avis, risquent de chuter parce que la conscience politique des Français a quand même pris un bon coup et que l'on voit très bien quel jeu est mené depuis des années par ces mêmes officines politiques. Donc ça, c'est le premier temps que je vois, c'est plutôt l'idée de dire les gens n'arrivant à rien, qu'il n'y a pas de... on n'est pas en train de faire une vraie phase insurrectionnelle où un gouvernement est menacé. Actuellement, on n'en est pas là. On ne se rapproche pas des institutions régaliennes comme l'armée pour essayer de mettre l'armée de notre côté, par exemple, ou simplement calmer la police nationale qui, à travers un certain nombre d'éléments, clairement joue un rôle de milice politique pour un certain nombre de personnes. Tout ça, en fait, fait qu'à mon avis, ça va à la fois s'essouffler et se tarir, en même temps se densifier politiquement, et je crains que comme les problèmes ne sont pas résolus, et qui sont même de plus en plus forts, que la prochaine phase sera certainement plus violente si on n'est pas capable, nous, de se structurer et commencer à penser comme les révolutionnaires d'avant nous, c'est-à-dire monter des tribunaux populaires pour juger les traîtres, très clairement, le faire en parallèle. C'est ce qui s'est fait à travers différentes crises politiques, que ce soit des guerres comme la fin de la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres révolutions, ou encore essayer pardonnez-moi, en fait j'ai perdu mes mots, mais en gros, il y a un processus révolutionnaire qui n'est pas tout à fait enclenché. Voilà, pensez à un gouvernement provisoire. Les révolutionnaires, par le passé, se mettaient un comité de salut public qui étaient des experts prêts à prendre la main. Et justement, c'est intéressant que tu mentionnes tout ça. Alors, effectivement, beaucoup d'éléments qui sont tombés, mais quand on parle de cette cristallisation, un peu la densification, comme tu pouvais le dire, du mouvement, c'est aussi lié au fait qu'il y ait beaucoup de violences policières, notamment, et que des gens lambda, en fait, c'est-à-dire le boulanger qui met son gilet jaune et qui va manifester, peut se prendre un tir de flashball et sans qu'ils comprennent ce qui se soit passé. Ça a été énormément relayé dans les médias, on est d'accord. Et voilà, c'est qu'on parle de cette violence régalienne. Moi, je trouve qu'on était quand même clairement en plein dedans. Et beaucoup de gens ont ouvert les yeux. Il y a déjà eu des violentes manifestations dans le passé, tout le monde le sait, mais je pense jamais sur la durée et jamais avec cette ampleur. Et c'est symptomatique, en fait, je pense, de cette utilisation brutale du pouvoir et que les gens s'en rendent compte. C'est-à-dire, on s'en est tous rendus compte autour de cette table. Et on est juste un échantillon très disparate de ce mouvement et on a vu cette violence. Quand tu disais qu'on n'a pas pris sur le gouvernement, je pense que ça, c'est la démonstration que si on a une prise, effectivement, c'est la preuve qu'ils ont peur de perdre leur statut, leur privilège. Et c'est pour ça qu'il y a cette dérive autoritaire qui va aller de plus en plus en avant, puisque plus ils seront menacés et plus ils répondront de cette façon. Parce qu'en fait, les institutions régaliennes, enfin les gens qui travaillent pour les institutions régaliennes ont plus peur, eux, de se mettre en danger et de dire je désobéis à vos ordres, je ne vous reconnais plus dans votre légitimité parce que vous êtes un criminel et je me mets du côté du peuple parce que je ne vais pas tabasser ou tirer sur l'un de mes frères, une sœur, un ami, ma femme ou quelque chose comme ça. Ces gens-là, pour l'instant, ne se mettent pas du côté du peuple parce qu'ils ont plus peur de perdre face à un gouvernement auquel ils sont assujettis, que le gouvernement, finalement, n'ait lui mis en situation de faiblesse. Il garde son autorité actuelle, aussi légitime qu'elle soit, sur ses institutions. Parce que nous, de notre côté, en tant que Gilets jaunes, j'ai été Gilets jaunes du 17 novembre jusqu'à mi-mars à peu près, donc je me suis mis en retrait, mais disons que des initiatives qui visent à aller chercher le soutien d'un certain nombre d'institutions, on n'y a pas été. Donc actuellement, le gouvernement, aussi peureux qu'il soit, est arrogant. Il se permet justement de voter le pacte de Marrakech, le traité de Aix-la-Chapelle ou des lois répressives sur les manifestations, parce qu'ils se sentent tout puissants. Ce sont des gens qui d'ailleurs, on le voit bien dans leur façon de s'exprimer, de communiquer, ils sont arrogants, ils n'ont pas peur de nous, pas tant que ça en tout cas. Le gouvernement a refusé, dès le départ, d'apporter une réponse politique et sociale aux revendications des Gilets jaunes, qui étaient très simples et très claires. C'est un choix délibéré dès le départ. Alors, je rebondis un peu sur ce que tu disais, Sarah, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a eu un mouvement qui a commencé à provoquer beaucoup de turbulences, voire des violences sur les Champs-Élysées,
Là, d'un seul coup, le gouvernement a commencé à prendre peur. Et du coup, Macron nous a distribué quelques cacahuètes en décembre. Bon, je ne me souviens plus exactement ce que c'était, mais bon, quelques cacahuètes, voilà. Et on a toujours faim. Et donc, ça veut dire que ce mouvement provoque bien, a bien un effet sur l'État. Il a bien un effet sur l'État. Le gouvernement, à ce moment-là, a reculé. À tel point qu'on lui a reproché de reculer. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez exactement, il y avait une telle peur au niveau du pouvoir et de la bourgeoisie à l'époque, qu'il avait été envisagé de restaurer l'ISF. Voilà. Il y avait eu Griveaux qui avait lancé des petits trucs comme ça. Et puis, finalement, bon, il s'est fait taper sur les doigts, et puis Macron s'est fait taper sur les doigts, tu touches pas à l'ISF. Parce qu'il a encore plus peur de ses supérieurs qu'il n'a peur de nous, mais il a quand même peur de nous. Voilà. Et ça provoque il a quand même peur de nous. Crispation. Voilà. Tout à fait. Et ça Encore faut-il trouver des supérieurs au président de la République. Il y a ce paysage politique, il y a cette construction politique qui est importante à comprendre. Il y a le gouvernement officiel, effectivement, Macron, etc. Il y a au-dessus, on pourrait dire, les grands électeurs, les oligarques qui tirent les ficelles comme des marionnettes, on ne les voit pas, mais elles sont bien agissantes. Et puis il y a nous. Tout en reconnaissant quand même, parce que je me méfie de ce genre de discours, parce que au-dessus du président de la République, il n'y a strictement personne. Il y a peut-être des gens avec qui il est en affinité, qui l'influencent, qui l'ont aidé, qui l'ont promu, mais il a le pouvoir, le strict pouvoir de, en clair, de faire dézinguer qui il veut. S'il a décidé de demander à des, comment on appelle ça, une opération homo contre n'importe quelle personnalité, connu ou pas connu, un président de la République a ce pouvoir de vie et de mort sur des gens. C'est quand même, faut quand même relativiser. Il y a bien des lobbies, des cercles d'influence, des intérêts économiques, sociaux, enfin voilà, un certain nombre d'intérêts qui cherchent à influencer, mais il faut raison garder. Du point de vue de la Constitution, du point de vue de la vérité des pouvoirs qui sont conférés au président de la République, le président de la République est un super dictateur. Il peut faire ce qu'il veut. Et c'est là où on voit ses intérêts, en fait. C'est parce qu'à aucun moment, il prend conscience du peuple. En fait, au début, pour schématiser, il a envoyé des casseurs de grève. Ça n'a pas marché. Maintenant, il fait appel à la jurisprudence. Donc, il envoie des lois pour éviter pour interdire les manifestations. Et donc, il va toujours dans le sens contraire du peuple, alors qu'on est majoritaire. Et par rapport à ces quelques oligarques pour lesquels il donne tout pleine puissance, en fait. Il est toujours dans leur sens. Et tous les intérêts vont pour eux. D'où les privatisations et qui vont de plus en plus, de pire en pire. Oui, et Sylvain, je suis d'accord. Enfin, je rebondis sur ce que tu disais, le mot dictateur. Effectivement, ce qui provoque le durcissement du mouvement, c'est aussi que dans le temps où on est en attente de réponse sociale, le gouvernement, qu'est-ce qu'il nous balance? Alors, on nous parle de repousser l'âge de la retraite, par exemple. On nous parle de privatisation d'ADP, c'est vraiment le gros patrimoine public, pour des raisons, certains disent purement clientélistes, peut-être pour servir Vinci ou que sais-je. Enfin, en tout cas, il n'y a aucune justification économique. C'est pas rationnel. Il y a en cours des projets qui font extrêmement peur, la privatisation de la sécurité sociale. Je me souviens, au lendemain du 1er janvier, quand il y a eu la parole présidentielle, je vous ai compris. En réalité, au même moment, il faut se souvenir que ce petit monsieur, il a signé un décret concernant Pôle emploi et la baisse de l'indemnisation des chômeurs. Bon. Donc, il faut se souvenir de tout ça. Il y a quand même un double langage. Et ce double langage, allié à la répression policière, il y a un bras gauche et un bras droit, bon, fait que endurcir le mouvement, le crisper, et c'est vrai que par une opération d'enfumage, de grand débat, il a essayé de prendre du temps, enfin de laisser traîner les choses, mais ce mouvement est suffisamment ancré pour finalement résister. Voilà. Donc le mot dictature, il n'est pas usurpé. Il n'est pas usurpé. Il n'est pas usurpé du tout. Disons que c'est surtout le fait que la Constitution en elle-même donne tous les pouvoirs à un président de réagir. Et c'est tant mieux, un pouvoir exécutif doit être fort, sinon c'est pas un pouvoir exécutif. La question, c'est que la Constitution ne nous a pas donné les vrais contre-pouvoirs. Elle les a donnés à un Parlement qui est lui-même soumis
d'autant plus depuis les réformes constitutionnelles, on a accolé les élections parlementaires aux élections du président de la République, on a en fait plus de contre-pouvoir du tout. Ni les magistrats ne peuvent déjà lancer eux-mêmes une procédure contre un quelconque politicien, ils n'ont pas le droit de s'autosaisir, et ils sont plutôt choisis pour leur docilité, surtout sur certaines affaires. Ni les parlementaires ne font quoi que ce soit pour utiliser les armes qui sont avec eux, les armes constitutionnelles, notamment l'article 68 qui permet de juger en haute cour de République les ministres et présidents qui sont clairement défaillants. Il ne reste que le peuple en fait pour jouer, et des institutions qui ont toujours été des institutions de contre-pouvoir, mais dans les moments de crise politique. C'est pour ça que je parle de l'armée non pas comme une institution dont on devrait aujourd'hui juger philosophiquement de la pertinence ou si elle agit bien ou mal. Simplement de dire, traditionnellement, l'armée est le dernier recours, et le peuple lui-même peut créer ses institutions provisoires, comme il a déjà fait dans d'autres étapes. Actuellement, le fait que le président de la République dispose de tous les pouvoirs, c'est plutôt une chance pour nous, parce que ça signifie que si on reprenait nous-mêmes le pouvoir et qu'on aurait, alors pour le coup, si on faisait marcher la Constitution, c'est le président du Sénat qui reprend la main. Nous, on pourrait lui imposer qu'un gouvernement provisoire, ce qui est déjà pas mal. Mais à supposer qu'on ait un président ou un gouvernement provisoire, c'est du pareil au même. Le pouvoir exécutif en France est tellement fort que par voie d'ordonnance, il est capable de réformer et faire des réformes que l'on n'aurait pas pu penser imaginables avant des décennies, tellement elles sont longues à se faire. Non, la vérité, c'est que par ordonnance, on peut par exemple sortir de l'Union européenne et de l'euro en une semaine. Moi, je ne suis pas dans la procédure de l'article 50 en 2 ans, c'est en une semaine, on peut faire déjà l'essentiel. On peut introduire le référendum d'initiative populaire très rapidement dans la Constitution. On peut organiser des référendums à tout sujet sur les grandes questions qui agitent les Français dans le débat social ou démocratique en moins de 6 mois. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est un gouvernement provisoire qui est juste à charge d'organiser les élections présidentielles et législatives suite au fait que M. Macron aurait été destitué, puisqu'on aurait réussi, et derrière organiser la série de référendums dont on veut être sûr qu'il porte sur des questions indépendamment de qui aura été élu. C'est-à-dire on respecte les institutions, oui les élections seraient organisées, on a jeté l'oligarchie qui nous gênait, mais derrière on fait les référendums qui sont nos garde-fous. Je comprends très bien ta construction intellectuelle sur le rôle de l'armée, mais quand tu décris les pouvoirs du président, de fait aujourd'hui on a l'impression que le président il a appliqué l'article 16. Il a les pleins pouvoirs. Voilà. C'est impressionnant, c'est la première fois qu'on a un président aussi omnipotent. Alors, moi je reviens sur les gilets jaunes. Il y a quelque chose qui est très choquant, et tu parlais des magistrats. Effectivement, parlons des magistrats. Les procureurs de la République reçoivent des instructions directes pour... alors, les interpellations préventives de gilets jaunes, c'est des politiques systématiques voulues tout en haut de l'Élysée. Ça suit la semaine de la chancellerie, les procureurs. Bon. Donc, interpellation massive, préventive. Garde à vue automatique. Et ça, c'est illégal. C'est absolument illégal. C'est une loi par l'ONU et Amnesty International. Absolument. Avec des consignes politiques de poursuite automatique. Voilà. Ça s'est jamais vu. À la base, ça ne s'est jamais vu. Mais je voulais juste finir. Voilà, il y a pas là entre deux choses. Au même moment, ça ne vous a pas échappé qu'il y a l'affaire Benalla. Hein, entre gilets jaunes, on en parle beaucoup. Quand on est dans les manifs, Benalla en prison, si vous avez participé, voilà, vous savez tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a ce 2 poids, 2 mesures. Selon que vous serez riche ou puissant, les jugements de cour vous rendront. On a des gilets jaunes qui se prennent 3 mois de prison, 6 mois de prison. Parce que, alors je sais pas, ils avaient peut-être un petit mouchoir qui ressemblait à un masque en coton. Parce qu'on a trouvé alors ils appellent ça juridiquement, c'est des armes par destination. Ça peut être n'importe quoi, voilà. Mais concrètement, il y a des gardes à vue qui durent 56 heures. Hein, moi j'ai eu le cas d'un camarade récemment. Pas le droit de fumer, rien, mange pas, voilà. Enfin, c'est vraiment des situations vraiment dramatiques au regard des droits de l'homme. Voilà. Donc il y a ce 2 poids, 2 mesures. Les violences policières, on en reparlera plus tard, mais il y a cette question de la justice et d'une justice et d'une magistrature qui est complètement soumise aux volontés du prince. Ouais. Et pour la destitution de Macron,
si on met un gouvernement provisoire, moi ce que je crains en fait c'est encore une récupération. C'est pourquoi en fait dans l'idée ce que je vois c'est par le peuple et pour le peuple, tout simplement. Mais ça il faut le faire de manière ascendante, c'est-à-dire qu'en fait l'avantage d'un gouvernement, justement quand on entend les gilets jaunes, en fait c'est là où tu as une ambiguïté. Il y a d'un côté on ne veut pas de représentation. Ok, mais en même temps, si on n'a pas de représentation, que ce soit pour opérer les mesures politiques pures, lorsqu'on on est en situation de gouverner, ou simplement nous représenter dans notre communication lorsqu'on veut parler de nos revendications, on est embêté. À un moment, il faut quand même, c'est juste opératif d'avoir une représentation. Tout à fait, symbolique. La difficulté, c'est d'avoir d'une part le contrôle, mais aussi s'assurer de sa légitimité. C'est-à-dire que par le bas, elle a bien émergé du bas, d'une volonté générale, et qu'une fois qu'elle est émergée et instituée, elle soit sous contrôle et destituable. Donc ça, c'est encore un autre problème. La question de la légitimité en soi est déjà une vraie question. C'est-à-dire que dans nos systèmes, d'abord, on n'en connaît pas beaucoup qui permettent de faire légitimité. Tirage au sort, par exemple, dont parle beaucoup Étienne Chouard, a un intérêt pour des assemblées parlementaires, parce que dans ce cadre-là, c'est effectivement un échantillon de la population qui va justement contrôler les lois qui sont proposées par le gouvernement, le budget, voter le budget, etc. Et on a des débats qui sont représentatifs de la population générale avec les niveaux d'intelligence et de connaissance de chacun, mais c'est pas grave, c'est le bon sens du peuple. En revanche, je pense qu'on a besoin d'agir sur des mandats ministériels qui donc nécessitent quand même des vraies compétences et des connaissances des dossiers. À un moment, il faut que nous, on réapprenne aussi à faire confiance à des gens qui sont experts et en se disant les experts ne sont pas nécessairement des salauds qui viennent là pourrir le peuple, qui ont des ambitions de pouvoir, des choses comme ça. Je prends par exemple 2-3 exemples. Jacques Sapir n'a jamais eu une prétention politique, électorale ou quoi que ce soit, mais beaucoup de Français qui sont inscrits depuis longtemps dans une sorte de révolte politique, le connaissent parce qu'ils savent que c'est un brillant économiste qui nous fait énormément de pédagogie sur la question de l'euro, voilà, et il ne demande rien. On pourrait très bien le plébisciter en disant on le veut ministre de l'économie. Je vais prendre un autre exemple. Alexandre Langlois, qui est syndicaliste à Vigie Police, qui dénonce les violences policières, qui explique bien tous les problèmes de non-coupure entre l'administration de police et le gouvernement et tout ce que ça pose de problématiques, en parle très très bien. Il ne prétend à aucun mandat. Il n'est pas là pour nous dire... il ne prétend pas un pouvoir. Mais nous, on pourrait très bien le plébisciter, dire on le veut, oui, mais pas que lui. Et quand on a un gouvernement complet, c'est un collège de personnalités différentes. Donc si quelqu'un n'est pas content que tel ou tel ministre ne soit pas de sa tendance idéologique, il est quand même content de se dire sur tel autre ministère, il y a quelqu'un qui est plus proche de mes affinités. Tout ça, c'est pour 3 ou 6 mois, ça n'a pas duré longtemps, c'est sous contrôle, ça vient du peuple, on a tous proposé, on a tous voté pour que ces gens-là arrivent à un ministère, et en plus, c'est que des gens compétents qui ont une vision politique. Si on veut mettre des gens qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune connaissance à un mandat ministériel, mais c'est encore pire. C'est encore pire parce que la démocratie, ça ne signifie pas le gouvernement des incapables. C'est en fait le peuple qui a le contrôle, qui a la légitimité de faire lui-même ses propres lois, lui-même décider, et avoir le contrôle de sa représentation. Pardon, ça me heurte beaucoup ce que tu dis. Et je sens... C'est marrant, tu dénonces ce système et j'ai l'impression que tu le reproduis inconsciemment en ayant ce même regard très méprisant sur le peuple. Le peuple n'est pas bête, le peuple a l'intelligence qu'on lui permet d'avoir. C'est parce qu'on a renoncé à l'éducation populaire que le peuple est dépolitisé. Et là, en quelques mois, en quelques semaines, il se repolitise. Je suis favorable au récit, même je vais plus loin que ça. Je considère que le peuple, depuis le champ de la commune, n'importe qui, toi, moi, n'importe qui, doit pouvoir avoir le droit d'écrire une loi, la faire visionner un conseil d'État qui soit décentralisé pour bien l'écrire correctement, dans les bonnes formes, la présenter en assemblée municipale, donc à tous les gens autour de lui, jusqu'à ce que petit à petit ça remonte et que ces lois-là soient votées et qu'elles n'émanent que du peuple, sans contrôle d'un gouvernement, d'un parlement qui dirait oui ou non. Donc je suis vraiment démocrate jusqu'au bout et je considère que même lorsque le peuple vote mal, qu'il fait une erreur, en démocratie, il a le droit de revenir vers son vote, il a le droit de dire finalement c'était une mauvaise décision, on a expérimenté sur 2-3 ans, c'est pas bon. Simplement, je distingue le fait que une foule comme un peuple qui représente des millions de gens, avec un niveau de culture qui est celui qu'on a au point de départ. Je veux dire, on n'est pas encore avec des médias, une éducation nationale
qui nous explique c'est quoi la souveraineté, le droit de résistance, des concepts plus forts encore qui nécessitent une rééducation politique. On n'en est pas là. Les gens, les cours de change de l'euro, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent pas à quoi servent les cours de change de la monnaie, ils ne savent même pas comment créer on dirait le débat entre Giscard d'Estaing et Mitterrand qui lui demandait Monsieur Mitterrand, c'est quoi le taux du mark pour essayer. Non, mais c'est vrai, et Mitterrand répondant mais Monsieur Giscard d'Estaing, vous n'êtes pas mon professeur. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que avant que les gens puissent obtenir. Il y a des gens qui sont naturellement curieux. Je fais partie des 10% de Français qui sont naturellement curieux, qui sont fait une éducation politique, parce que j'ai cette curiosité-là. Pourtant, je suis issu des plus basses classes sociales, je suis un précaire depuis le départ de ma vie, et je me suis éduqué par intérêt, par goût de la culture. Tout le monde n'est pas comme ça. On peut très bien mystifier le peuple et se dire le peuple est beau, grand et éduqué, ça n'est pas vrai. La réalité du peuple. Vous en êtes l'exemple. Tu es toi-même le contre-exemple de ce que tu prétends. Oui, tu te décris. Oui. C'est pour ça que j'ai essayé de dire que... Bravo, félicitations. Ce que j'essaie de distinguer, c'est le fait qu'en démocratie, le peuple est bien souverain et capable de lui-même initier ses lois et faire des erreurs, et on n'a pas à juger de ça, on n'a pas à faire la morale au peuple, on n'a pas à lui faire des leçons d'éducation politique, on va dire. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que dans un appareil d'État où il y a quand même des enjeux importants, des réformes à mener ou de la continuité d'État assurée, qu'il faille des experts. Et si on chie sur les experts parce qu'il y a des gens qui se sentent mal à l'idée qu'il y a des gens qui soient plus éduqués qu'eux, qui soient plus en capacité d'assurer une charge quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau politique ou autre, je pense que c'est les gens qui ont un problème avec les experts qui, eux, se trompent et un problème avec eux-mêmes. Pourquoi opposer les experts et le peuple ? J'ai pas de solution parfaite pour la suite, mais ce que j'imagine plutôt comme nouveau système, parce que moi je suis plutôt pour abattre les institutions telles qu'elles existent et créer quelque chose de tout à fait nouveau. Et j'imagine quelque chose plutôt de tripartite qui impliquerait la collaboration et des experts et du citoyen lambda tiré au sort et volontaire. Et que ces propositions-là, qui émanent et des experts, d'un spectre pas seulement binaire, parce qu'on nous fait penser dans le binaire populiste ou libéraliste. Non, c'est pas seulement un spectre comme ça avec ce qui est au milieu, c'est multidimensionnel. Et une pensée horizontale, donc avec des gens qui viennent aussi de tous les milieux, de toutes les formations, qui débattent avec des citoyens tirés au sort, des citoyens volontaires qui simplement sont intéressés par la question, qui émettent des propositions, que ces propositions-là soient soumises au vote, qui ne serait pas forcément un vote oui ou non, où le votant pourrait aussi classer, puis affiner les propositions, et que ça soit ensuite remis en conversation. Sarah, je suis tout à fait d'accord. Il y a dans cette crise quelque chose de très très sain, c'est que justement il y a une remise en cause de la notion d'expert. On veut de la politique. La politique, c'est pas l'expertise. Il faut de la connaissance, certes, mais chacun peut l'acquérir. La vision, est-ce qu'Emmanuel Macron a une vision? Non, c'est pas un politicien, c'est un banquier. Oui, exactement, tu as répondu. Mais justement, parlons d'Emmanuel Macron. Il y a quelque chose chez les Gilets jaunes, et chez les Français en général, les sondages l'attestent, qui est insupportable, c'est son côté donneur de leçons. Moi je sais, vous êtes des ignorants. Moi j'ai fait les grandes écoles, j'ai l'expérience, j'ai l'expertise. Vous m'écoutez, bon, j'organise un grand débat, là, voilà, un petit défouloir, mais je ne changerai pas de cap, parce que c'est moi qui détiens l'intelligence, c'est moi qui sais. Nous sommes le cercle des sachants. Alors, autour des sachants, il y a les médias qui sont très complices, hein, les médias, bon, on dit mainstream, enfin bon. Il y a aussi des intellectuels. Alors, je veux dire, là, je fais juste une petite aparté sur les intellectuels. C'est vrai qu'il y a des intellectuels qui sont très corrects dans le mouvement, hein, qui sont intervenus de manière très très utile. En revanche, j'ai été choqué quand Emmanuel Macron a invité les soi-disant intellectuels. Il y avait environ 70 crétins qui ont dit « Ok, on vient au concours d'éloquence, on est invité au palais de l'Élysée. » Pour montrer combien on est brillant. Là, je reconnais que j'ai été un petit peu choqué parce que après ce débat, beaucoup d'intervieweurs ont dit « Ah, on a été piégés, on ne pouvait pas débattre. » Bon Dieu, n'importe quel enfant de 6-7 ans savait que ce n'était pas du tout les conditions d'un vrai débat. Donc là-dessus, je pense que les intellectuels qui font partie des pouvoirs d'influence au niveau des pouvoirs constitués
aurait pu avoir une action beaucoup plus utile en disant non, boycott, on refuse absolument de participer. Par exemple, il y a eu des violences policières contre Madame Le Guen, c'était juste au même moment à Nice, vous retirez les LBD. Voilà, on ne veut plus d'utilisation des flashballs, par exemple. Ça aurait été une action utile. Voilà. Parce que l'instruction n'est pas l'éducation, et que d'avoir une expertise sur un point particulier, ça ne veut pas dire qu'on est capable d'avoir une vision politique. De nombreux industriels, de nombreux aristocrates, de nombreuses personnes éduquées, elles ont plutôt massivement soutenu le mouvement fasciste dans les années 30. Parce que l'instruction n'est pas l'éducation. Et donc d'être expert sur une question, ça ne nous rend pas légitime à avoir une vision politique. C'est-à-dire que si on parle d'expert Tartampion qui maîtrise bien tel dossier de façon générale, mais n'a lui-même aucune vision politique à proposer à des gens, c'est-à-dire non pas en tant que personne politique qui prétend un mandat politique, mais bien en tant que pédagogue. Il y a beaucoup de gens qui font ça en France sur des tas de dossiers, que ce soit sur des questions de santé, d'éducation ou d'autres thématiques politiques. Il y en a beaucoup, l'industrie, l'économie, font de la pédagogie populaire depuis des années. Des années. Étienne Chouard, c'est l'un de ces personnages-là qui fait finalement de la pédagogie sur les institutions et ce qu'on pourrait imaginer avec la démocratie. Mais c'est pas le seul. Il y en a énormément qui le font, qui ne demandent rien. Et ces gens-là, en fait, finalement, qui ne sont pas promus médiatiquement, qui pourtant ont beaucoup de choses à expliquer aux Français pour nous élever un peu, qui en plus ont une vraie vision politique, qui ont vraiment des radicalités, des réformes qu'ils aimeraient bien voir, auxquelles ils aimeraient voir le jour. Ces gens-là, qui sont finalement nos meilleurs soutiens, ils nous font à la fois de l'éducation populaire et en même temps une vision politique. Quelques mois qui leur seraient donné un mandat ministériel, non seulement je suis rassuré sur leur domaine, leurs compétences, leur expertise, donc leur connaissance du sujet, mais aussi leur volonté politique et en plus leur indépendance. C'est-à-dire que c'est comme ces gens-là n'ont pas prétendu un quelconque mandat, ils ne se sont pas associés à un quelconque parti politique en disant voilà, je bouffe à la gamelle comme les autres. J'ai confiance, j'ai vraiment confiance parce que je me dis ces gens-là se sont battus tout seuls, dans toute indépendance et m'ont apporté beaucoup. Et c'est ça que j'appelle les experts, c'est pas les experts en fait comme on peut avoir à la télé qui vont dire voilà, je vous verse la sauce libérale habituelle, pour vous parler d'économie, je vous réduis la macroéconomie à la microéconomie, comme si les comportements des simples agents économiques que nous sommes, faisaient un système économique, des régulations, des choses comme ça. Bon voilà, ça c'est les experts de télé. C'est des gens qui ne sont pas là pour nous donner une vision politique ou nous éduquer ou nous sortir de la doxa. C'est des gens qui sont là pour nous rappeler la doxa et nous faire la com. Donc je fais bien une distinction. Et ce que j'ai peur, moi, c'est quand on parle on a peur des experts, on a peur de ceux qui viennent nous donner des leçons, etc., que les gens se représentent un peu trop ce qu'on voit à la télé. Au lieu de se dire, je pense plutôt au petit conférencier qui est venu dans la salle municipale de mon village qui m'a expliqué des tas de trucs que je ne connaissais pas. Et c'est là où on devrait réapprendre à être un peu humble parce que d'un côté, oui, on doit avoir la démocratie, c'est le progrès, le cap à sauter. On a eu beaucoup de révolutions sociales en fait en France depuis 1789. Le grand progrès sur lequel la France est attendue, tant pour nous-mêmes, je pense que pour le reste du monde, c'est l'avènement de la démocratie. Mais derrière ça, ça ne nous empêche pas de considérer qu'on reste un État avec des institutions et que c'est quand même bien d'avoir des gens qui aient une vraie vision politique et qui aient la bonne place pour pouvoir justement nous faire des sauts évolutifs dans des questions sociales, sanitaires ou autres, qui nous aident. Je crois que tu perpétues par là une vision paternaliste qui forcément implique une idée de hiérarchie. Et qui forcément va impliquer une forme d'inégalité. Je pense que oui, il y a des gens qui ont de l'autorité sur moi. Quelqu'un qui a plus de connaissances que moi sur, par exemple, je sais pas, j'ai pas de connaissances sur la question de santé. Ma sœur est infirmière. Quand elle me parle de toutes les questions de santé, je ne prétends pas dire que j'ai une horizontalité sur ce sujet-là avec ma sœur. Je n'en ai aucune. Elle a une autorité sur moi. Elle a clairement plus de choses à m'apprendre que moi, je ne pourrais lui apprendre sur ce sujet. Et dans ce cadre-là, je suis ravi qu'elle ait cette autorité sur moi. Je la laisse faire. Si on avait un problème de santé, quelqu'un qui tombe malade, qui a un problème, c'est sur elle que je compte, c'est pas sur moi. Donc de la même façon, il faut apprendre aussi à déléguer et se dire oui, l'horizontalité c'est bien, mais là où on peut avoir une horizontalité de connaissances et d'expertise. Si c'est pas le cas, à un moment, il faut un petit peu être humble et dire je ne suis pas compétent. Je reconnais mon incompétence, il y a des gens plus compétents que moi. Du coup, je vais rebondir là-dessus puis resynthétiser un peu tout ce que vous avez dit, mais en fait, finalement, c'est ce qu'on s'était dit précédemment. On voit justement toute cette question de la réflexion sur qu'est-ce que le peuple peut faire, quelles sont les compétences de chacun, comment est-ce que l'État nous perçoit, d'ailleurs nous tous en tant qu'individus au sein des Gilets jaunes.
On en avait parlé justement, tout ça, c'est l'esprit du dialogue, ce retour un peu de la fraternité, de restituer. Et voilà, on voit différents profils, et ça, c'est très fort au sein des Gilets jaunes. Je pense que vous êtes d'accord, hein, quel que soit l'endroit où on soit situé. Et justement, voilà, c'est intéressant de voir les différentes formes que peut prendre ce mouvement là-dessus. Donc vous êtes d'accord pour dire qu'il y aurait ce retour du dialogue, de fraternité, voire même qui pourrait d'ailleurs un peu inquiéter le gouvernement et les institutions, le fait que les gens se réintéressent déjà par exemple à qu'est-ce que c'est que la Constitution, par exemple. Bon, même s'ils ont bien eu des cours d'éducation civique normalement au collège. Hein, mais... Non, moi je pense que le retour de la libre parole, de l'échange spontané comme ça, alors dans la rue ou sur les forums, ça fait peur au pouvoir. Oui, ça fait peur au pouvoir. Dès lors qu'on sort de la doxa des grands médias officiels qui nous versent depuis 30 ans, effectivement, les doctrines néolibérales, et qu'on voit des esprits curieux, tu disais, oui, curieux, moi je rencontre beaucoup de gilets jaunes qui ont un niveau d'éducation absolument extraordinaire. Ils réfléchissent depuis très très longtemps sur des sujets vraiment compliqués, ils sont vraiment savants. Alors je pense que derrière ça, il y a probablement des souffrances, ils ont été en difficulté, peut-être du chômage, enfin de l'exclusion de masse. Et du coup, ces gens-là, mais ils réfléchissent énormément. Et c'est vrai que... l'avènement d'Internet qui a beaucoup changé la donne. Bien sûr. Évolutif. Société d'information. Ça a été un moteur, absolument, ça a été un moteur. Mais individuellement, les gens sont vraiment possesseurs d'une intelligence très forte. Donc quand on met en synergie toutes ces intelligences, c'est vrai qu'on peut rêver d'un autre monde, enfin un monde gouverné autrement et avec d'autres... On en est l'exemple vivant. Ici, sur ce média alternatif, on va être sur Internet et devant la télévision avec des gens qui nous regardent, en fait. Et des gens comme vous qui... Moi, je ne me sentais pas de prendre la parole avant. Je ne me serais jamais imaginé, il y a 1 ou 2 ans, de me dire, bon, cette fois, il va falloir que je fasse quelque chose, cette conscience citoyenne, et un peu cette dignité à retrouver, je pense. Se dire, je ne vais pas forcément dire une énorme bêtise. Des gens ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais au moins, il y a quelque chose à dire. Et ça... Par contre, pour moi, selon moi, ça c'est un peu unique au mouvement des Gilets jaunes, cet esprit par contre quand même, de retrouver le débat, au-delà même du clash, hein, si c'est pour parler. Avec un fond. Avec un fond. On se réapproprie la parole publique, l'espace public et la légitimité. Je pense que la dernière étape, c'est de se réapproprier le temps. Pour moi, ça passe par la grève générale. Parce que tant qu'on continuera à avoir nos journées, notre rythme de vie cadré par l'oligarchie qui nous impose métro, boulot, dodo, globalement, on n'aura pas le temps de lutter, pas le temps de penser, pas l'espace de le faire. Et c'est la dernière chose qui nous manque. On a l'espace public, on a la parole, on a la légitimité. Reprenons notre temps par la grève. Et là, on pourra vraiment renverser le système d'exploitation, de consommation aussi, parce que ça va demander une refonte, pour moi, profonde du système. Si on est dans un système de surconsommation, forcément, ce sera un système de surexploitation, donc des ressources vivantes, de tout le vivant, du terrestre, et ça passe par là aussi. Je suis d'accord avec vous deux là, juste. Il y a un moment, effectivement, dans ce mouvement, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'il y a la prise de parole qui devient du coup légitime, et puis on se dit, en fait, on aurait besoin tous ensemble, collectivement, de s'arrêter un moment. On marque une pause. Et ça va pas très bien, la société, là, en ce moment. L'économie, c'est pas génial, les résultats, tout ça. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un petit temps de réflexion ? Se dire, voilà, tous ensemble. Et voilà, moi, c'est ce que je ressens dans les discussions, dans la rue, tout ça. C'est ce temps d'échange. Il y a un moment, voilà, tous les samedis, il y a ce temps. Et pas que le samedi, on ne voit que le samedi, mais il y a aussi toutes les assemblées générales, toutes les actions de blocage qui lient parfois écologistes et gilets jaunes, parfois syndicalistes et gilets jaunes, parfois les trois. Mais il y a toutes ces petites choses-là aussi qu'on voit moins, mais qui n'arrêtent pas et qui contribuent justement à la reconscientisation, à la réappropriation. Et pour moi, ça, c'est plus porteur, même que les manifs en soi du samedi, qui sont symboliques de quelque chose, mais qui sont finalement que la face visible de l'iceberg. Et c'est tout ce qui est en dessous qui... J'aimerais bien saluer ici le travail des citoyens, des Gilets jaunes constituants du 91, de Essonne, qui font un remarquable boulot de trolling dans Paris, de toutes les banques, de tous les médias. Enfin, ils n'arrêtent pas de visiter des tas de spots très différents le long de la semaine. Ils se répartissent en petites équipes et toujours aux bons endroits. C'est des gens très actifs, très mobiles et très stratèges.
Et quand on voit ça, c'est là où il y a quand même le côté qui fait vraiment chier, c'est que c'est partout, c'est dans tous les... Et puis c'est ça, comme c'est très diffus, ils ne savent pas comment le comprendre, comment l'arrêter. Et ça, c'est très porteur d'espoir. Parce que ça aurait pu exploser dans une explosion de colère tôt, dans les premières semaines du mouvement, qui sans doute aurait été plus destructrice. Mais là, justement, en prenant son temps, comme tu dis, en mettant un peu sur pause, eh ben, on prend le temps de le réfléchir, de le conscientiser, de le construire. Et du coup, c'est pas destructeur, mais c'est porteur. On ne sait pas encore tout à fait de quoi. Ça se construit, c'est en train de se construire. On ne peut pas prédire ce que ce sera, mais... Excuse-moi. En fait, aussi le mouvement, moi, la manière dont je pense qu'il serait judicieux sur l'avenir de pouvoir le concevoir, c'est tout simplement de ne pas être forcément systématiquement contre, mais juste d'oublier tout ce qui nous embête et de pouvoir s'unir entre nous et de fonder. C'est surtout ça, en fait, de créer. Plutôt que d'aller dans les urnes, de simplement faire les choses par nous-mêmes, plutôt que de consommer dans les grandes enfin, avoir un système de consommation en masse comme on a avec tous les grands groupes. Il y a les réseaux AMAP, il y a tous les petits réseaux qui vont du producteur au consommateur, qui sont très intéressants aussi. Et donc, du coup, en fait, de créer les choses par nous-mêmes, indépendamment. Et je pense que ça sera aussi ça la clé, et qui est unificateur aussi bien du côté des forces armées que du peuple. Ouais, mais le problème, c'est que ça demande un niveau de conscience, et je dirais même un niveau de capacité matérielle à pouvoir s'inscrire dans une telle démarche qui n'est pas que d'ailleurs économique, mais philosophique. Donc c'est quand on va avoir, par exemple, je vais prendre une caricature, mais des ménagères qui vont se battre pour des pots de Nutella dans un supermarché de banlieue, on est encore très loin d'avoir une population générale qui fasse son évolution sur ce genre de schéma-là. C'est ce qui demande à mettre à plat les institutions, justement. Là-dessus, je vais juste me permettre de réagir et après je donnerai la parole à... Mais c'est très intéressant ce que tu dis, mais justement, moi je pense que les Gilets jaunes, mais notamment et nous autour de la table, on est aussi là peut-être pour que le gouvernement aussi change sa donne. C'est-à-dire que, quelle que soit sa politique, c'est une politique qu'ils pourraient mettre en place, ça leur coûte pas d'argent, mais forcément ça implique une perte de pouvoir. C'est, encore une fois, on retourne à la même chose, c'est qui décide vraiment d'aider et de faire la promotion, bah ce sera en l'occurrence Nutella par exemple, et pas le petit producteur local. Et exactement. Ça c'est une décision collective à prendre. Vous avez le droit de vendre vos produits, mais vous n'avez plus le droit de mettre de l'huile de palme dedans pour les vendre en France, bah ça change tout. Ça c'est un niveau politique que ça se décide. C'est pas le consommateur qui dit moi je suis le dernier maillon de la chaîne, j'ai plus de boulot, donc de toute façon mes choix de consommation sont quand même très limités, puisque c'est quand même le prix qui va plutôt arbitrer les choses. De dire bah toi tu vas prendre le pot de Nutella sans huile de palme, parce que tu as des politiciens qui disent tu as le droit de faire entrer du Nutella avec de l'huile de palme sur le territoire. De la même façon qu'on va dire tu achètes français, c'est mieux, achète bio. Oui, mais en fait, si j'achète la tomate espagnole qui n'est pas bio du tout, c'est moins cher, et comme je suis pauvre, que j'ai pas de boulot, je préfère encore faire ça. À un moment, la régulation, c'est le politicien qui la décrète. Aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes... Les Gilets jaunes se rendent compte qu'il n'est pas simplement un écho... comment on dit, homo economicus, c'est-à-dire qu'il est autre chose qu'un simple consommateur. C'est un citoyen qui participe aux décisions collectives. Et peut-être que ce modèle productiviste, qui en fait un consommateur passif, peut-être que ça ne nous convient pas. Peut-être que finalement c'est un modèle qu'on nous a imposé à la naissance comme ça, mais c'est pas tombé du ciel tout cuit, ça correspond à des intérêts bien identifiés. Et on voit très bien dans les discussions, dans les échanges, et d'ailleurs maintenant, qu'il y a une remise en cause aussi de ce système productiviste, de ce système de voilà, je suis un consommateur passif, je paye mes factures, je paye mes impôts et je meurs. Voilà, la vie, c'est ça. Et disons qu'il y a la remise en cause d'une notion que l'existence, ça peut être autre chose que ça. Ça peut être je veux ma part de soleil, je veux ma part de bonheur. Et que cette part de bonheur, elle ne passe pas par la consommation, en fait. Donc, Voilà. on est d'accord, on en est qu'aux prémices, mais ça commence à émerger. Ça Absolument. émerge. Grâce à cette crise. J'ai souvent entendu des réflexions qui tentaient de faire une analogie entre le mouvement des Gilets jaunes et mai 68, alors que c'est fondamentalement deux antithèses à tout point de vue. Je dirais même que nous sommes la réparation, la fin d'un cycle de 50 ans, qui a été un succès de mai 68. Nous, on arrive à la fin de ce cycle et on remet les choses dans l'autre sens, entre guillemets. Mais mai 68, c'est le moment, l'apothéose des 30 Glorieuses, on est en plein milieu.
Les gens aspiraient au contraire, la jeunesse à consommer, à avoir plus de liberté, parce qu'il y avait aussi tout un ensemble de conservatismes sociétaux qui étaient dans les grandes discussions, mais il y avait aussi cette idée, on veut le progrès social, on croit d'ailleurs que le monde peut continuer de croître dans la production. On était dans cette vision-là à l'époque. Nous sommes d'une génération, je ne sais pas, on s'est donné nos âges respectifs, mais on est tous dans une génération entre 30 et 50 ans, on va dire. Donc nous, on a grandi avec l'idée que de toute façon, la déplétion des matières premières, à tout point de vue, que ce soit les énergies fossiles, les minerais de fer, de cuivre, etc., ou simplement même de nourriture, d'eau, avec une population qui ne fait qu'enfler, ça n'est pas mathématiquement rationnel. On n'est peut-être pas des grands politiciens, des grands experts de tous ces sujets-là, mais on sait très bien que nous dire il faut croître, il faut toujours consommer plus, faire plus, etc., et d'un autre côté voir une population qui s'agrandit et des ressources qui s'amenuisent, des matières premières fossiles qui s'amenuisent, on se dit bien, à la fin, il y a une catastrophe, c'est logique. Donc je pense que quand tous les gilets jaunes ne sont pas cons, c'est des gens qui se disent à un petit niveau où on sent bien que ça ne va pas, leur modèle, et qui nous envoient vraiment au mur, et qu'eux, ils n'ont pas peur d'y aller parce qu'ils sont peut-être protégés, mais que nous, on va clairement se prendre du sang, parce que ça se finira ou en guerre, pour des guerres de ressources, tout simplement, ou dans de la famine ou des choses tout aussi graves. Mais en tout cas, ça se finira. C'est pour ça que la question écologique, la question du climat et ce questionnement sur le modèle sont totalement liés. C'est ça. Effectivement, les gens ont du bon sens et ils se rendent compte que ce modèle fondé sur une croissance absolue, ça n'a aucun sens puisque les ressources sont limitées. Donc on va forcément, on va au désastre. Tôt ou tard, ça peut être, tout bêtement, la fin du monde. Donc il y a cette prise de conscience qui est vraiment fondamentale aussi. Ce qui nous permet d'ailleurs sur le modèle des fameux experts sur ce modèle de développement économique. Quand les experts nous disent justement continuer ce système libéral qui est très bien, qui est merveilleux, c'est les Français qui sont trop cons pour comprendre combien c'est magnifique. Il y a un moment, on se dit, justement, je n'ai aucun diplôme en économie, mais je ne suis pas plus con, je sais faire une addition, je sais très bien que si à un moment j'ai une limite de ressources, je ne peux pas dépasser ma limite de ressources. C'est logique, c'est rationnel, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Alors quand des experts sont capables de faire de la magie en se prononçant experts, c'est là où on comprend que les Français sont déconnectés. Mais là-dessus, là c'est le professeur qui va parler, mais on est d'accord, mais c'est évident que les études ne font pas tout. On peut avoir bac plus 10 et ne pas avoir de bon sens, c'est évident. C'est-à-dire que justement, savoir se former, s'éduquer, moi je le dis à mes élèves, heureusement qu'on n'apprend pas tout à l'école. Heureusement, d'accord. Et il y a différentes formes d'intelligence, etc. Et ce que les Gilets jaunes, c'est ce qui ressort. On a tous plein de choses sensées, on a tous potentiellement des choses à apporter, mais il faudra qu'on en discute. Donc c'est pour ça peut-être la notion d'expert, je comprends ce que tu veux dire, c'est certains experts comme ça, autodéclarés, et des fois on ne sait plus trop à qui on parle. Il y a les autoproclamés médiatiques. Ça peut faire peur de passer la main à des personnes qui ne sont pas prétendus experts, mais en soi, ce n'est pas les institutions qui forment pour moi les plus grands experts. Les experts, c'est des personnes passionnées qui toute leur vie potassent un sujet. Comment ? Pour moi, c'est la légitimation populaire, c'est-à-dire que même un expert, je reprends mon exemple de Jacques Sapir. L'économie, c'est une science sociale, c'est pas une science dure. Donc peut-être qu'il se trompe sur certains points de vue de son analyse. Mais si par exemple les gens disaient, on est gilets jaunes, on a décidé de légitimer Jacques Sapir parce qu'on l'aime beaucoup, ce qu'il dit, ça fait sens pour nous. Alors on n'est peut-être pas économistes nous-mêmes, mais on croit en cette personne-là. Sa réelle légitimité n'est pas celle que lui se donne à travers ses études ou son aura médiatique, mais bien par le fait que des gens lui ont dit, on te reconnaît une expertise dans ce domaine et même une vision politique qui nous intéresse. C'est ça pour moi la légitimité. C'est pas celle que se donne l'expert en s'autoproclamant je suis meilleur, écoutez-moi. Je suis désolé, on arrive à la fin du temps. Comme vous le savez, ça passe extrêmement vite. Effectivement. Ce que je voulais dire, en fait, juste par rapport aux experts, c'est qu'en effet, on pourra peut-être un moment ou un autre confier le déroulement à des personnes qu'on jugera peut-être moins compétentes. Il y aura forcément une période de flou, mais remettre à bas les institutions, les recréer. Il y aura un moment de flottement. Il ne faut pas avoir peur de ça, je pense. Mais c'est juste ensuite l'après qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il faut construire pièce par pièce quelque chose qui n'a pas encore été fait et complètement laisser les élus et tout ce bazar et tout simplement faire les choses par nous-mêmes. Et en effet, il y aura des moments peut-être de doute, il ne faut pas avoir peur de ça. Pour renaître, il faut mourir. On finit sur un consensus. On ne veut plus du gouvernement des experts d'une certaine façon. Et juste pour un dernier mot sur la convergence, puisqu'on avait commencé à aborder l'écologie, c'est la cause écologique qui était un peu dans cette petite bulle dans un premier temps.
Et les gilets jaunes qui n'étaient pas particulièrement sur l'écologie d'abord, petit à petit, les uns s'ouvrent à l'autre parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une cause commune. Et avec le syndicalisme aussi, il y a plein de luttes comme ça qui réalisent justement par le dialogue, par la conscientisation, que finalement l'origine du mal c'est le même partout. Et une fois qu'on aura vraiment pris conscience de ça et qu'on sera tous alliés, parce qu'il y aura vraiment plein de choses à faire. Sur la convergence, je dirais quand même qu'il y a un moment, et là je parle autant pour les fanatiques identitaires d'extrême droite que d'extrême gauche, quand même en étant plus méchant vis-à-vis de l'extrême gauche, parce que subjectivement et même généralement, je pense qu'elle pose plus de problèmes que l'extrême droite aujourd'hui en France. Elle est beaucoup plus fanatisée et beaucoup plus violente, virulente que l'extrême droite. C'est un point de vue personnel qui n'engage que moi. Mais néanmoins, on ne peut pas faire une convergence des luttes avec des éléments fanatiques de tous côtés. Parce que les fanatiques sont des gens qui ont un problème psy et qui n'ont pas un problème politique, qui ont un problème psy. Ils sont dans le rejet des autres. Vous êtes en train de relancer un nouveau débat fort passionnant d'ailleurs. Les fanatiques sont très minoritaires. C'est quelque chose que les Gilets jaunes auraient raison de se méfier, de savoir se montrer très dur, très implacable avec les fanatiques de tous bords qu'ils soient, en disant que vous soyez d'accord ou pas avec le fait qu'il y ait une opinion diverse de la vôtre, eh ben, on s'en fout, il a le droit d'être là, point barre. Si toi t'es pas content qu'il y ait une opinion différente, tu te casses. C'est ça la logique. C'est celui qui veut censurer, qui dit un tel n'a pas le droit de parler, qui doit absolument être censuré à son tour, ou du moins écarté. Ça, c'est un premier point, et je pense vraiment que si on fait une convergence des luttes, connaissant les traditions macartistes de l'extrême gauche, et dans les syndicats aussi, j'aurais tendance à faire attention à ça. Deuxième point sur lequel j'aurais aimé conclure, personnellement, après je vous laisse faire. Hein, c'est sur le fanatisme. Juste un petit détail, après je finis. C'est comme ça tu pourras finir. Et après je fais la conclusion générale par contre après. Deuxième point, donc ça c'est un élément déjà de structuration, de cohésion entre les insurgés de façon générale. Et le deuxième point, c'est que du point de vue opérationnel, tant qu'on n'aura pas pris le contrôle, c'est-à-dire assiéger en statique les grands médias mainstream, en particulier publics, on ne sera pas dans une guerre de communication réussie. Parce que la première guerre d'un peuple lorsqu'il fait sa révolution, c'est la com. C'est tout simplement faire entendre ses idéaux et faire taire aussi ceux qui veulent absolument lui dire que le peuple a tort. Et ça se passe par les médias. Il faut que les gens arrêtent de regarder la télé. J'appelle le 4 et 5 mai prochain, 4 mai en tout cas, à une manifestation devant France Télévisions, BFM, et je recommande à ce que ça soit continuellement fait. Tous les médias traditionnels. Je sais que tu avais un dernier petit mot pour la fin, très rapide. Juste un détail, c'était juste sur le mot fanatisme, je trouve qu'il s'applique très bien à Emmanuel Macron. Tout à fait. D'accord. En tout cas, merci à vous tous pour vos contributions. Ce fut un plaisir de vous avoir ici. Merci à UPR TV de nous avoir accueillis, de nous avoir donné cette parole qui d'ailleurs, comme tu le disais, comme on l'a tous dit, nos arguments, nos opinions. Donc merci à UPR TV de nous avoir accueillis pour cet épisode 7 de Des Gilets jaunes prennent la parole. Donc voilà, merci Sarah, merci Eric, Sylvain, merci Pascal. Merci à vous. En tout cas, je souhaite à tous une excellente journée ou soirée selon l'heure de diffusion. Voilà, merci à tous. Merci.